Proposition de loi portant programmation nationale pour l'énergie et le climat pour les années 2025 à 2035. C'est un texte qui a été introduit par le Sénat et qui était en débat cette semaine à l'Assemblée nationale et qui concerne donc la stratégie d'investissement, de développement de la France concernant l'énergie, en particulier l'énergie électrique, qui aujourd'hui est essentiellement produite par nos centrales nucléaires et qui est complétée par des productions issues des énergies renouvelables, essentiellement solaires, photovoltaïques et éoliennes. Donc il s'agit de définir pour les années à venir qu'est-ce qu'on va faire, comment on va répartir la production d'énergie entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Donc le dernier événement en date, c'est que le 24 juin 2025, l'Assemblée nationale a rejeté la proposition de loi en première lecture. Après l'avoir substantiellement modifiée. En parallèle, le gouvernement, le Premier ministre, a fait savoir qu'il préparait lui-même sa version de la programmation pluriannuelle de l'énergie et que finalement, il se réserve la possibilité de déterminer cette politique et cette programmation par décret, sans passer donc par le Parlement, même si le Parlement est en train de travailler dessus. Donc, il se pourrait que le gouvernement essaie de passer en force sur ce sujet pendant l'été, donc c'est-à-dire pendant que vous et moi sommes tranquillement en vacances, à la plage, à la montagne, etc. Pour éviter en fait tout véritablement tout débat, même s'il y a effectivement eu un débat à l'Assemblée nationale, mais les députés n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Alors, une des principales modifications qu'ils ont apportées au texte concerne un moratoire qui lui a été voté sous la forme d'un amendement. Donc l'amendement a été voté par 65 voix contre 63, mais comme le texte a été massivement rejeté, ce moratoire est sans effet. Mais regardons un petit peu quelle était son idée, son objectif. Il s'agit d'un moratoire sur l'éolien terrestre et maritime, ainsi que sur le photovoltaïque, et qui en fait concernait toutes les nouvelles installations possibles, donc qui congèle, qui empêche la réalisation de nouvelles installations tant qu'une étude indépendante n'a pas été réalisée concernant le meilleur mix énergétique pour la France, autant d'un point de vue économique que d'un point de vue environnemental. Alors que la version initiale du plan, appelé donc PPE 3 parce que c'est le troisième, la version initiale de ce plan prévoit un investissement massif, un développement massif des énergies renouvelables. Alors, regardons un petit peu pourquoi ce moratoire a été proposé et adopté. Donc il s'agit d'un amendement sur la proposition de loi qui a été adopté le 19 juin. Cet amendement est proposé par la droite républicaine et a également été voté par le Rassemblement national. Donc il instaure un moratoire sur l'autorisation à la mise en service de tout nouveau projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, terrestre ou maritime, ainsi que l'énergie solaire photovoltaïque, pendant toute la durée nécessaire à la réalisation d'une étude objective et indépendante visant à déterminer le mix énergétique optimal pour la France. En conséquence, aucune nouvelle demande d'autorisation concernant de telles installations ne pourrait être déposée ni instruite. Les installations existantes restent soumises à la réglementation en vigueur et peuvent continuer à fonctionner. Bien. Alors, à chaque fois que les députés déposent un amendement, enfin pas toujours, mais souvent, il y a un exposé des motifs. Alors, le présent amendement de repli
du groupe Droite républicaine vise à instaurer un moratoire sur le développement de nouvelles installations de production utilisant l'énergie photovoltaïque et éolienne. Cette suspension s'appliquera le temps nécessaire à la conduite d'une étude indépendante. Bien. La hausse de 100% du prix de l'électricité en quelques années, les dégradations irréparables du cadre de vie des populations rurales ou côtières, résultent d'un changement de politique énergétique. Alors que les Français disposaient d'une électricité fiable et bon marché, produite par le deuxième parc nucléaire au monde, un réseau de barrages tout aussi remarquable, et quelques centrales thermiques mobilisées seulement pour couvrir les pointes de consommation, pour des raisons idéologiques et des accords électoraux à courte vue, le développement à marche forcée des énergies renouvelables, intermittentes, éoliennes et solaires a été imposé à tous les Français sans étude d'impact technique ni économique. Les conséquences de ces choix ont un impact direct sur le quotidien des Français qui touche le pouvoir d'achat et le cadre de vie. Les factures d'électricité ont explosé, l'environnement se retrouve envahi par des éoliennes toujours plus imposantes. Nombreux sont les habitants confrontés à un démarchage agressif des promoteurs d'électricité et d'énergie renouvelable, souvent peu scrupuleux, et certains élus locaux subissent des pressions, voire des recours judiciaires. À cela s'ajoute la multiplication des sollicitations par des fournisseurs alternatifs d'électricité, qui sont souvent des acteurs spéculatifs. Techniquement, le développement excessif des énergies intermittentes par la variabilité de leur production fait courir le risque d'un blackout, tel que survenu en Espagne en avril 2025. En triplant les capacités installées d'énergie renouvelable, la PPE3 fait peser sur les Français une charge financière estimée à 300 milliards d'euros entre 2035 et 2040, ce qui alourdirait davantage leur contribution et s'ajouterait aussi des impacts environnementaux et l'artificialisation croissante des paysages. Ces 300 milliards se décomposent de la façon suivante. Des frais de réseau qui sont nécessaires pour raccorder les installations, qui sont de fait, par définition, éparpillés sur le territoire. Des frais de connexion de l'ordre de 130 milliards. Des subventions, des compléments de rémunération de l'ordre de 150 milliards. En effet, à chaque fois qu'un parc éolien est construit, l'État s'engage à payer chaque mégawatt-heure produit à un tarif déterminé. Ensuite, des constructions d'ouvrages et également la modulation de la production nucléaire, puisque si on veut utiliser de l'énergie renouvelable intermittente et qu'on a des centrales nucléaires qui fonctionnent, pour pouvoir utiliser cette énergie renouvelable, il faut pouvoir moduler la puissance nucléaire, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui n'est pas prévu dans la construction des centrales et dans leur façon d'être pilotées, puisqu'une centrale est censée fonctionner à pleine puissance ou au maximum de ses capacités, pratiquement tout le temps. C'est ce qui fait l'intérêt et la force de cette énergie. Donc 300 milliards de dépenses pour une production d'électricité nationale qui est déjà excédentaire et une consommation d'électricité qui ne cesse de baisser. Donc on se demande pourquoi investir massivement dans les énergies renouvelables, si on a déjà un parc nucléaire qui nous fournit pratiquement tout ce dont nous avons besoin et qui est décarboné. Il paraît donc incohérent de développer de nouvelles capacités d'énergie éolienne et photovoltaïque. Ce qui est nécessaire, ce sont des études sans tabou pour identifier le mix énergétique optimal. Donc, posons-nous la question, est-il nécessaire aujourd'hui en France de générer de nouvelles capacités de production d'énergie renouvelable à partir juste de quelques chiffres, ça va être très rapide. 2023, production d'électricité en France, 505 TWh en 2023. Donc vous voyez que le nucléaire reste prédominant, même si depuis 2015, sa portion est plutôt à la baisse. Consommation finale d'électricité en France. 2023, 413 TWh. Donc vous voyez qu'on a une différence à peu près de l'ordre de 80 TWh. On produit
toujours plus que ce dont on a besoin. D'ailleurs, la France exporte de l'énergie électrique vers ses voisins. Maintenant, à l'intérieur de la proposition de loi, il est écrit, ce qui est assez fort, que, donc c'est article 3 de la proposition de loi, maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d'électricité d'origine nucléaire actuelles, avec pour objectif le maintien d'une capacité installée d'au moins 63 gigawatts. 63 gigawatts, ça veut dire que on dispose déjà de cette capacité installée. Et regardez bien ce petit calcul que les députés auraient dû certainement présenter et considérer dans leur débat, 63 gigawatts d'électricité nucléaire. Alors, il y a une donnée qui est centrale dans l'analyse de l'énergie et qui est souvent omise, c'est le facteur de charge. C'est-à-dire, sur une année, pendant combien de temps je produis l'électricité? Eh bien, avec une centrale nucléaire, on peut tranquillement produire pendant au moins 80% de l'année, voire plus, alors que quand on fait du vent ou du soleil, eh bien, on est soumis aux aléas, donc on est très loin des 80%. Donc prenons notre parc nucléaire de 63 gigas à facteur de charge de 80%, cela veut dire qu'on est sûr de générer 80% du temps notre énergie, ce qui n'est pas le cas avec les énergies renouvelables qui sont par définition intermittentes et non pilotables. L'énergie produite en une année est donc de 63 fois 0,8, donc 80%, et on multiplie par le nombre d'heures dans une année, 24 fois 365 jours, ce qui nous amène à 441 504 gigawattheures, ce qui est égal donc à 441 TWh par an, ce qui dépasse la consommation totale d'électricité actuelle en France, de l'ordre de 413 TWh en 2023. Nous l'avions ici. 413 ici. Ce qui signifie qu'en utilisant correctement notre parc nucléaire, nous couvrons la totalité de nos besoins, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'investir massivement dans de l'éolien ou du solaire dans les années à venir, si nous maintenons notre parc. Par contre, il faut maintenir notre parc, qui a besoin d'investissement et de nouvelles centrales parce que nous allons fermer des centrales vieillissantes. Il serait donc absurde de prétendre asservir le nucléaire à du renouvelable, car il n'est pas fait pour ça et il suffit, lui, déjà à couvrir nos besoins. Et ce qui signifie aussi que si on augmente massivement l'éolien et le photovoltaïque, c'est-à-dire qu'on va sous-utiliser notre parc nucléaire, c'est-à-dire ne pas utiliser, ou moins utiliser, une ressource que nous avons déjà depuis des dizaines d'années et qui fonctionne très bien. Voilà donc pour éclaircir un petit peu le débat. Donc vous avez compris que personnellement, donc je suis tout à fait contre le déploiement massif d'éolien et de solaire à hauteur de 300 milliards évidemment. Imaginez-vous bien que 300 milliards, si on prend comme un coût de construction d'un réacteur nucléaire de l'ordre de 5 milliards, 300 milliards, ça fait 60 réacteurs nucléaires, hein, ça veut dire qu'on renouvelle la totalité de notre parc. Donc je vous invite, puisque le gouvernement a dit que peu importe ce que fasse le Parlement et la représentation nationale, lui, avant l'été, il fera ça par décret. Je vous invite à être attentif, je vous invite à écrire à vos députés afin qu'ils présentent une motion de censure contre ce décret gouvernemental et que le débat se poursuive. Je vous invite aussi à informer et réinformer vos députés avec ces petits raisonnements simples finalement qui fait la différence entre une capacité installée en watts, gigawatts, un facteur de charge qui caractérise très nettement une énergie. Est-ce que c'est une énergie de base qui fonctionne toute l'année ou est-ce que c'est une énergie volatile, intermittente, avec un facteur de charge faible, de l'ordre de 30-40%, et la consommation électrique qui s'exprime en énergie en TWh par an. Voilà, il y a quelques petits calculs là, mais c'est assez simple finalement. Et puis le nombre d'heures dans une année, voilà. Rappelez cela aux députés
afin que l'on évite d'être cuisiné à une sauce qui ne nous convient pas. À bientôt!